Vous savez très bien que les Tunisiens à l'étranger, nous sommes à peu près 1,2 million, donc soit à peu près 11% de la population tunisienne. On va voir dans cette constitution, est-ce que nous sommes pris en compte par cette constitution. Voilà. Donc, je vais passer la parole à notre Jaredin, donc il va vous en parler. Merci Seydi. Vous m'excusez, enfin je vais parler français parce qu'il y a pas mal d'amis français dans la salle, même si on m'a demandé, au début on m'a demandé de parler tunisien, et enfin j'aurais une petite difficulté à expliquer certains termes techniques, mais je vais essayer de simplifier le maximum mes propos. Parce que la Constitution, pour l'instant, elle a été adoptée dans sa version officielle. La version officielle, elle est en langue arabe. Et pour l'instant, on n'a pas une version officielle française. Donc, je vais essayer de traduire moi-même le texte arabe. Alors, l'arabe, c'est la langue officielle. Donc, d'ailleurs, l'article 1er de la Constitution, on prévoit que la langue arabe, c'est la langue officielle des pays. Alors, une constitution, pourquoi une constitution? Quel est l'intérêt d'une constitution? Je vous rappelle que le constitutionnalisme n'est pas un fait nouveau en Tunisie. La Tunisie, le constitutionnalisme est bien enraciné dans l'histoire de la Tunisie. La Tunisie a connu même pendant l'époque des Carthage, donc dans la période 814 avant Jésus-Christ, je pense 814 jusqu'à 146, sa première constitution, c'était la constitution de Carthage. Et c'était l'une des meilleures constitutions dans le monde. Une constitution qui d'ailleurs a inspiré pas mal des constitutions après dans le monde. Ahd al-Aman, enfin c'était un pacte fondamental, le pacte fondamental 1857. Alors, pour les connaisseurs, ces pactes fondamentaux, c'était un texte constitutionnel, parmi les premiers textes constitutionnels dans le monde qui ont aboli l'esclavage. La Tunisie, depuis 1857, a aboli l'esclavage. Ce qui, donc, par rapport à d'autres systèmes constitutionnalistes comparés, donc c'était une révolution à l'époque. On a eu après ce qu'on a appelé la première constitution arabe, une vraie constitution en 1861 avec le Bey. Donc c'était la première vraie constitution dans le sens moderne du terme. Donc, et on a eu, après l'indépendance, la constitution de 1959. Donc l'indépendance, c'était en 1956. À l'époque, une assemblée constituante donc, a été mise en place pour préparer un texte. Et donc le texte les textes de la Constitution a été adopté en 1959. On peut l'appeler la première constitution républicaine. J'aimerais bien rapidement vous expliquer qu'est-ce qu'une constitution, enfin, à quoi sert une constitution, pourquoi on donne toute cette importance à la constitution. La constitution, c'est un texte juridique, comme tous les autres textes. Vous savez, texte juridique, on peut avoir une loi, c'est un texte juridique, une loi, un règlement, un décret, une ordonnance, une circulaire. Donc les textes juridiques sont nombreux, mais les textes juridiques n'ont pas la même importance, n'ont pas la même valeur juridique. Et la Constitution, on l'appelle comme texte suprême. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve au sommet, ce qu'on appelle le juriste, enfin le sommet de pyramide. Donc au sommet, donc tous les textes juridiques inférieurs doivent respecter la Constitution. C'est le texte suprême, c'est le texte qui organise tout l'ordonnancement juridique d'un pays. Une constitution, c'est aussi un texte qui organise la vie politique. Ça, c'est très important.
C'est un texte qui organise les rapports entre les différents pouvoirs dans un pays. Et une constitution aussi, c'est un texte qui protège nos droits, nos libertés fondamentales. Par rapport aux Tunisiens d'étrangers, et une constitution révolutionnaire quand même, parce qu'elle apporte pour la première fois de la constitution, l'histoire constitutionnelle tunisienne, elle apporte la notion, le terme de Tunisien de l'étranger. Dans la Constitution 59, on ne parle pas de Tunisien d'étranger. Donc c'est pour la première fois où on va trouver dans l'article 55 يضمن القانون الانتخابي حق الانتخاب والتمثيلية للتونسيين بالخارج في مجلس نواب الشعب. La loi électorale garantit le droit de vote et des représentativités du Tunisien à l'étranger au sein de l'Assemblée des représentants du peuple. Donc le terme Tunisien à l'étranger, il est présent. Et c'est pour la première fois où le Tunisien de l'étranger, comme vous venez de le constater, donc vont désormais voter aux élections législatives. Vous vous rappelez, avant, on votait surtout pour les élections présidentielles. On a voté pour la première fois aux élections de la Constituante, l'Assemblée nationale constituante. Et donc pour la première fois, alors probablement ça sera en fin d'année, fin 2014, alors certains commentateurs disent même que c'est très probable que ce soit plutôt début 2015. Donc pour l'instant la date n'a pas été fixée, mais la date sera fixée par l'ISI, enfin l'instance indépendante, l'instance supérieure indépendante qui va organiser les élections. Donc l'article 55 qui prévoit donc, le droit de vote et des représentativités au sein de l'Assemblée des représentants du peuple, vous avez aussi un article qui touche directement aux Tunisiens d'étrangers, l'article 74. Alors, l'article 74, c'est par rapport aux conditions des candidatures aux élections présidentielles. Alors là, il y a eu un grand débat par rapport à la participation tunisienne d'étrangers. Pas aux élections présidentielles, mais par rapport à la candidature de nos enfants nés à l'étranger. Donc le premier texte, pour ceux qui étaient présents dans cette salle, il se rappelle du projet où c'était prévu que le candidat aux élections présidentielles doit être né en Tunisie, enfin doit être nationalité tunisienne, il est né en Tunisie. Et donc on s'est opposé à ces projets, à cette disposition, par rapport à nos enfants nés en France ou en Allemagne ou en Italie, donc nés à l'étranger, parce que c'est pas normal que nos enfants qui ont la nationalité tunisienne, si demain ils vont faire, ils feront la politique, eh ben, ils ne pourront pas se présenter. On a trouvé ça discriminatoire et injuste. Voilà. Et donc, ça a été amendé, ça a été modifié pour qu'aujourd'hui, pour que le candidat aux élections présidentielles puisse participer, même s'il est né à l'étranger. Alors, donc, s'il est né à l'étranger, il peut être binational. Et donc, la question s'est posée par rapport aux binationaux. Et on a estimé que, bon, il y a toujours un risque par rapport à la sécurité de l'État. On ne sait jamais si c'est quelqu'un qui est binational. Il peut défendre les intérêts de l'autre État, puisqu'il a la double nationalité. Donc la question s'est posée par rapport aux candidats qui sont binationaux. Et la solution qui a été trouvée, parce que bon, de notre côté, on s'est dit, oui, binationaux, mais on a on a beaucoup de binationaux, notamment ici en France,
et qui sont très attachés à leur pays, qui sont très proches de la Tunisie, qui aimeraient bien participer et qui participent même dans la vie publique tunisienne, dans la vie politique. C'est pas normal qu'on les exclue des élections présidentielles, de la candidature aux élections présidentielles. Et la solution qui a été trouvée, j'ai parlé tout à l'heure des solutions consensuelles, donc là aussi c'est une solution consensuelle, même si elle pose beaucoup de problèmes sur le plan juridique. La solution, ce qui est, bon, si vous êtes binational, vous avez la possibilité quand même de présenter votre candidature aux élections présidentielles, mais, alors je vais citer en arabe, يشترط في المترشح يوم تقديم ترشح أن يكون مبالغ من العمر 35 سنة وإذا كان حاملا للجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية. Donc, je traduis, il doit présenter, donc s'il est titulaire d'une autre nationalité que la nationalité tunisienne, il doit présenter dans le dossier de candidature un engagement stipulant l'abandon de l'autre nationalité à l'annonce de son élection en tant que président de la République. Vous avez l'article 8, là aussi, on a du regret par rapport à l'article 8 par rapport à la jeunesse. Donc vous avez dans l'article 8, la jeunesse est une force vive dans la construction de la nation. Et donc il y a l'État veille à assurer aux jeunes les conditions nécessaires au développement. Nous, on aurait aimé à ce que cet article fasse référence à nos jeunes à l'étranger. Et donc c'est très important que nos jeunes d'étrangers se retrouvent aujourd'hui dans notre constitution. C'est vrai, vous pouvez me dire oui, mais la jeunesse, c'est toute la jeunesse, donc mais il aurait été souhaitable, sur le plan symbolique, que la notion de jeunes à l'étranger donc, soit prévue par notre... si j'étais à l'Assemblée constituante, j'aurais dû proposer à ce que la jeunesse donc des pays à l'intérieur et à l'extérieur. Donc c'est très important pour que le Tunisien, le jeune Tunisien donc, né à l'étranger ou vivant à l'étranger se retrouve voilà, dans cette constitution. Et aujourd'hui, vous savez, nous les Tunisiens à l'étranger, on est à peu près 1 200 000 sur 10 800 et quelques Tunisiens. 10 millions, pardon. Donc on est à peu près 11% de la population tunisienne. Donc on est 11%. Et sur 1 200 000, vous avez au moins 40-45% des jeunes. Alors ces jeunes, la majorité de ces jeunes-là, la majorité est très très attachée à leur pays d'origine, à leur pays d'origine ou pays d'origine de leurs parents dans certains cas. Donc ils sont très motivés pour s'investir dans la vie publique tunisienne, ils sont très motivés pour rentrer, au moins pour rentrer passer des vacances, et donc et la Tunisie a besoin, a énormément besoin, j'insiste sur le terme besoin, de ces enfants à l'étranger et ces jeunes Tunisiens à l'étranger. Donc malheureusement, je trouve que la classe politique tunisienne est encore, elle n'est pas tout à fait consciente de l'importance des jeunes Tunisiens qui vivent à l'étranger. Vous avez un article, l'article 15, qui concerne l'administration en général. Et ça peut nous concerner par rapport à l'administration. Nous, qu'est-ce qu'on a comme administration? C'est l'administration consulaire. Donc, l'idara al-umumiyya في خدمة المواطن والصالح العام تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة. L'administration publique est au service des citoyens
et de l'intérêt général. Son organisation et son fonctionnement sont soumis aux principes الحياد, neutralité, المساواة, l'égalité, استمرارية المرفق العام, continuité des services publics, conformément aux règles, شفافية, transparence, النزاهة, intégrité, النجاعة, efficacité, المساهلة, redevabilité. C'est très important. Vous imaginez en fait toutes les charges qui pèsent aujourd'hui sur l'administration. Et ce sont des charges constitutionnelles. Donc si vous avez demain un souci avec une administration, vous pouvez aller devant le juge, évoquer la Constitution. Et titre 2, donc, al-huquq wal-hurriyat. Droit et liberté. Donc c'est la partie la plus importante dans n'importe quelle constitution. Donc qu'est-ce qu'on trouve par rapport aux droits et libertés? On commence d'abord par l'article 21, الفصل 21. المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. Pour nos amis français, les citoyens et les citoyennes, c'est important, et les citoyennes sont égaux en droit et devoir, ils sont égaux devant la loi sans discrimination aucune. Vous avez toujours الفصل 21 donc تضمن الدولة المواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة. L'État garantit aux citoyens les libertés, les droits individuels et collectifs. Il leur assure les conditions d'une vie décente par rapport à l'Aïch Karim, tout ça. Vous avez l'article 25 par rapport يحجر سحب الجنسية التونسية. Ça nous concerne aussi, enfin, pour les gens qui peuvent avoir des problèmes avec l'État ou avec le gouvernement. C'est vrai, dans le passé, on a eu des mauvais souvenirs par rapport donc, à cette question d'échéance de nationalité. Enfin, certains Tunisiens qui ont perdu leur nationalité parce qu'ils étaient opposants au régime en place. Et donc, aujourd'hui, la Constitution donc, prévoit qu'il est interdit de déchoir de sa nationalité tunisienne tout citoyen ou l'exilé ou de l'empêcher de retourner dans son pays. Et donc j'arrive à un article que je trouve révolutionnaire aussi par rapport surtout à des systèmes constitutionnels comparés. Donc تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة. L'État veille à garantir la représentativité des femmes dans les assemblées élues. Avec l'article 46, الفصل 46 تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتدعم مكاسبها وتعمل على تطويرها. L'État s'engage à protéger, l'État, donc c'est une obligation étatique, s'engage à protéger les droits acquis de la femme, les soutient et œuvre à les améliorer. Donc parce que la question s'est posée par rapport aux droits de nos femmes, oui, enfin, bon, on va revenir en arrière, enfin, le code du statut personnel risque d'être modifié, risque d'être... Donc il y a eu beaucoup de questions par rapport à la situation des femmes. Donc là, la Constitution est très claire. Les droits acquis de la femme et vous avez le deuxième paragraphe toujours de l'article 46. C'est encore une obligation de l'État. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات في جميع المجالات. L'État garantit l'égalité des chances entre la femme et l'homme
pour assumer les différentes responsabilités dans tous les domaines, y compris le domaine politique, économique, enfin, dans tous les domaines. Et toujours cet article 46, et là je pense que même dans certains pays voisins, il n'y a pas d'équivalent. Donc le paragraphe 3, تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة. Qu'est-ce que ça veut dire? L'État œuvre à réaliser la parité entre la femme et l'homme dans les conseils élus. Même en France, il n'y a pas ça. Enfin, comme vous voyez la couleur de l'Assemblée nationale au Sénat, donc il n'y a pas de parité. Là, la parité, c'est une obligation constitutionnelle. Donc, aux prochaines élections législatives, ça sera 50-50. Non, mais tout ça, c'est de l'intention. Oui, oui. C'est des bonnes intentions. Il reste la pratique. Alors, on va ouvrir le débat, mais juste pour vous dire qu'une constitution, ce n'est pas des intentions. Une constitution, c'est un texte juridique suprême. C'est un texte qui s'applique. Ce n'est pas une déclaration politique. À la différence déclaration, par exemple, déclaration du gouvernement, ou à la différence du programme d'un parti politique, ou à la différence même, monsieur, à la différence même, je vais citer, à la différence d'une ordonnance. Vous savez, l'ordonnance, donc le ministre peut prendre une ordonnance, mais l'ordonnance, elle n'a pas de valeur réglementaire. Donc là, on peut parler, l'ordonnance, c'est un texte qui va orienter l'administration, le travail, de l'administration dans son travail. Mais la Constitution, c'est la règle juridique suprême. Excusez-moi, quand on parle de jeunes Tunisiens étrangers, c'est les jeunes qui ont la nationalité tunisienne ou les enfants de Tunisiens qui n'ont pas forcément la nationalité Enfin, les jeunes, alors un jeune pour moi, c'est une personne qui n'a pas 18 ans. Donc, oui, enfin, c'est les jeunes qui sont nés en France, ce qu'on appelle les jeunes aujourd'hui deuxième ou troisième ou même quatrième génération. Mais qui ont la nationalité tunisienne, parce qu'il y en a qui sont de parents tunisiens et qui n'ont pas la nationalité tunisienne. Oui. Mais bon, ça c'est un problème. Alors, moi je comprends pas qu'un jeune, il a ses parents tunisiens et il n'a pas la nationalité tunisienne. Non, des parents binationaux. Ah, des parents binationaux, il a toujours la possibilité de solliciter la nationalité tunisienne. Oui. Parce que même si c'est vrai, il y a quelques années, il faut que les deux parents soient de nationalité tunisienne. Il y a eu une réforme législative qui permet aux jeunes tunisiens, dont même la maman a la nationalité tunisienne, le papa il a une autre nationalité, ils peuvent solliciter la nationalité tunisienne. Et donc, il a la possibilité d'avoir la nationalité tunisienne et devenir un binational. C'est-à-dire les fils d'étrangers qui ont leur père d'origine tunisienne, sont directement Ah oui, nationaux. ah oui. Alors, la Constitution, comment on peut l'évaluer? Bonne ou mauvaise, démocratique ou non démocratique, mon avis, on le verra à l'usage. Donc, comme pour toutes les constitutions du monde, entre le texte et la pratique, il y a toujours un grand écart. Donc, on préfère laisser le temps à cette constitution pour voir enfin, comment elle va s'imprégner dans la culture politique tunisienne, parce que la question est avant tout une question culturelle. C'est une question, avant qu'elle soit juridique ou politique, c'est une question d'une culture générale, d'une culture politique. Il faut attendre encore un petit peu pour faire une évaluation objective de cette constitution. Parce qu'il ne faut jamais condamner une constitution sur la base d'un simple procès d'intention.